Ok, là il est en train de se passer un truc en Turquie. Il y a des manifestations monstres, des réponses autoritaires violentes et un basculement géopolitique déterminant. Alors aujourd'hui, dans Actu Réfractaire, on va vous faire le point sur tout ça pour que vous soyez informés en moins de 10 minutes sur l'essentiel de la situation. Bienvenue sur Actu Réfractaire, votre quotidienne totalement indépendante. On vous a parlé jeudi des manifestations du peuple turc. Et bien ces manifestations, elles continuent, elles prennent même de l'ampleur. Donc on va se replonger dedans pour comprendre le mouvement qui est en train de naître. Pour rappel, ça a commencé avec l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Pourquoi ? Parce qu'il était pressenti pour représenter le principal parti d'opposition aux prochaines élections. Et l'opposition politique, le président Erdogan, il aime pas trop ça. Par exemple, en 2016, Erdogan fait arrêter le chef du parti démocratique des peuples, ce qui provoque des émeutes dans le sud de la Turquie. En 2017, Erdogan met une nouvelle constitution qui centralise les pouvoirs entre ses mains. Résultat, en 2018, la Turquie obtient le record du monde des écrivains et journalistes en prison. Et cette répression, elle s'est accélérée récemment avec 50 000 incarcérations ces 6 derniers mois. Et tout ça, ça dure depuis longtemps. Parce que Erdogan, il est aux manettes de l'État turc depuis 2003, d'abord en tant que Premier ministre, puis en tant que président à partir de 2014. Mais à cause de l'emballement répressif de ces derniers mois, c'est le basculement d'Erdogan. Et oui, le camp présidentiel a subi une défaite monumentale aux élections municipales. Du coup, 14 des 15 grandes villes sont aux mains du CHP, le principal parti d'opposition. Et c'est le parti qui organisait sa primaire dimanche avec pour favori le maire d'Istanbul. La suite, vous la connaissez. Mercredi, Erdogan fait arrêter son opposant pour sauver sa place de chef suprême. Sauf que Erdogan a oublié un petit truc, c'est que le peuple, il avait beaucoup d'espoir dans ces élections. Du coup, dès mercredi soir, les manifestants sont descendus dans la rue pour protester malgré l'interdiction. Et la réponse de la police a été de frapper dans le tas. Sauf que ça n'a pas suffi pour faire taire les gens chez eux, bien au contraire. Puisque le lendemain, les manifestants sont revenus plus nombreux encore. Et tu avais donc 300 000 personnes dans les rues des principales villes d'Istanbul, d'Ankara et d'Izmir. À l'issue de ce vendredi de manifestation, 343 personnes ont été arrêtées. Et ce week-end, une autre forme de mobilisation s'est improvisée sous la forme de vote. Et oui, vous vous souvenez que dimanche devait avoir lieu la fameuse primaire qui allait consacrer Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, comme candidat de l'opposition. Et bien ce vote a été maintenu symboliquement malgré la détention du candidat. Mais ce vote, qui est réservé aux adhérents du CHP, s'est transformé en pétition géante. Donc au total, 15 millions d'électeurs se sont déplacés pour voter symboliquement pour le maire d'Istanbul en signe de protestation contre le régime autocratique. Cette mobilisation populaire, elle est sans précédent depuis le printemps 2013 et à l'époque, les manifestations ciblaient déjà l'autoritarisme du Premier ministre Erdogan. Du coup, le peuple avait vu juste et ça depuis longtemps. Et même s'ils n'ont pas pu stopper la marche vers la dictature, ce mouvement de 2013, il a planté les graines qui sont en train aujourd'hui de renaître. Bon, avant de passer à la géopolitique, on vous rappelle que cette quotidienne indépendante, elle existe que grâce à vos dons et que là, c'est le moment puisque c'est notre cagnotte annuelle. On doit rassembler en quelques semaines assez d'argent pour fonctionner pendant encore une année et ça sans État et sans milliardaires. Alors si les AR te plaisent, tu peux franchir le pas et nous soutenir via le lien Tipeee en description. Alors cette crise politique en Turquie, elle ne se déroule pas dans le vide géopolitique. Elle a même lieu dans un contexte régional très complexe. Un peu comme en France, où le président essaye de résoudre les problèmes politiques internes par la guerre. Donc en comprenant l'extérieur, on comprend aussi l'intérieur, et donc on va faire un petit tour d'horizon pour comprendre un petit peu la situation. En ce moment, c'est la Syrie voisine qui est un point chaud de la région. Et depuis la chute d'Assad, le projet du Grand Israël se confronte au projet néo-ottoman turc. Avant la chute d'Assad, la Syrie était surtout sous influence iranienne et s'inscrivait dans ce que l'État iranien nommait l'axe de la résistance, qui reliait ainsi le Hezbollah libanais, les Houthis yéménites et le Hamas de Gaza. Jusque-là, l'État turc n'était pas un ennemi d'Israël, mais c'était pas franchement un allié non plus. Par exemple, Erdogan refusait de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, mais l'opposition à Israël allait pas beaucoup plus loin que ça. Jusqu'en mai 2024, le pétrole d'Azerbaïdjan, un allié majeur de la Turquie et d'Israël, transitait encore par la Turquie pour être vendu à l'État israélien. Mais avec le génocide à Gaza, les choses ont changé. La neutralité vis-à-vis d'Israël est devenue très difficile à tenir. Et avec l'opposition menée par Al-Shahra contre Al-Assad, soutenue par Erdogan, les cartes ont été rebattues. L'armée israélienne a profité du chaos pour s'étendre dans le Golan syrien quelques
il occupe. Et de son côté, l'État turc, fort de ce coup d'État, se retrouve aux premières loges pour influencer le nouveau pouvoir syrien. Elle veut même installer des bases militaires en Syrie et former la nouvelle armée syrienne. Ce qui inquiète Israël, c'est qu'en ce moment, le nouveau régime syrien d'Al-Shahara serait en pourparlers avancés avec Erdogan pour laisser descendre l'armée turque jusqu'au centre de la Syrie, donc assez près d'Israël. Selon un média israélien, Netanyahou a tenu un conseil de sécurité en urgence avant-hier pour cette raison. L'État israélien craint que l'État turc et ses alliés deviennent un jour une menace pire que l'Iran. Du coup, l'État iranien est en froid avec la Turquie. Téhéran a exprimé son soutien au FDS, c'est un groupe kurde en Syrie, mais qui est considéré comme terroriste par la Turquie. Le ministre turc des Affaires étrangères a mis en garde l'Iran en déclarant « Les gens qui vivent dans des maisons de verre ne devraient pas jeter de pierres ». Une menace à peine voilée que l'Iran doit prendre au sérieux car la Turquie pourrait se venger en attisant les tendances séparatistes de la minorité turcophone azérie présente en Iran et qui représente à peu près 20% de la population. Et au milieu de tout ça, comme si les choses n'étaient pas assez compliquées, tu as Daesh qui menace de renaître. Les soldats états-uniens qui soutenaient le FDS kurde ont bientôt programmé leur retrait de la région. Impossible de prédire la suite, mais une chose est sûre, ce qui se passe en Turquie au niveau national aura des répercussions sur toute la région et inversement. Évidemment, on suit ça de très près pour vous. On se quitte là-dessus, une actu réfractaire écrite par Nico et monteur Décolonial, qui s'est aussi occupé du montage. Et la miniature et le titre ont été confectionnés par Betsy, donc j'espère que tout ça vous a plu et on se retrouve demain à 18h pour une prochaine actu réfractaire. Pensez à partager la vidéo aussi pour qu'on soit un maximum pour connaître la situation en Turquie, autant les manifestations que la géopolitique.